Ça va, c'est bon ou pas? Oui, c'est parfait, merci. Ok, génial, génial. Tu peux Voilà, commencer. bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas être parmi vous et d'être à distance, mais là, j'ai un travail de consultation monstrueux et donc voilà, j'ai fait un break ce matin pour pouvoir vous parler. Alors là, j'ai mis ici en avant quelques bouquins ouais, auxquels j'ai participé et que je vous recommande. Et entre autres, ben voilà, je ne peux que recommander les bouquins de Guénel Abigail et Bruno Méret concernant les troubles hormonaux et les dosages biologiques. Et évidemment, la troisième édition de mon bouquin Pleine Santé que j'ai fait avec Alain Andreu. Ce bouquin est augmenté de 120 pages et vous aurez beaucoup d'informations dedans que je vais vous distiller ici. Alors là, donc non vacciné toujours en vie, je suis heureux de vous l'annoncer. Par contre, autour de moi, c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, alors, moi, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. Ce sont les diverses causes possibles à la fatigue d'origine thyroïdienne. Donc, l'hypothyroïdie peut donner de la fatigue, donc ça peut pas, ça en donne, mais il y a plusieurs mécanismes différents et ça, c'est assez ignoré. Et vous allez voir, il y a aussi il y a non seulement des causes métaboliques, mais également des causes mécaniques qui peuvent. Et là, malheureusement, en médecine fonctionnelle, on a tendance à oublier qu'il y a de la mécanique également en médecine. Et je dis toujours, un truc mécanique se traite mécaniquement et quelque chose de fonctionnel se traite fonctionnellement. Alors ça, c'est un tout récent, il y a quelques semaines, voilà, une patiente qui habite au Sénégal, elle est banquière là-bas, et elle a une maladie de grave base d'eau, diagnostic grave base d'eau, elle a eu plusieurs collègues, suite à, malheureusement, elle était volontaire pour une vaccination et un essai de phase 3, et diagnostic grave base d'eau, ce grave base d'eau a disparu rapidement, mais malheureusement, on lui a gardé son traitement freinateur de la thyroïde, et donc elle est en violente hypothyroïdie, puisque ce sont des graves bases d'eau passagers qu'on peut avoir suite à la production de ce spike vaccinal. J'attends la suite d'ailleurs de cette patiente. Donc ne jouez pas à l'œuvre russe, on finit toujours par perdre à ce sale jeu. Alors maintenant, quelles sont les causes possibles de la fatigue d'origine thyroïdienne? Mais comme vous le savez, la mitochondrie, production d'énergie, a besoin de plein de choses, dont de la T3. Je ne parle pas de la T4. La T4, on s'en fout. C'est la T3 qui est importante dans la mitochondrie pour la production d'ATP. Et ces mitochondries, évidemment, produisent le métabolisme, qu'il soit cérébral, hépatique, musculaire, digestif, cutané, la production de chaleur. Donc, tout le corps est impacté par une hypothyroïdie. Et on a une fatigue aussi bien mentale que digestive que généralisée. Mais également, comme vous le savez, certaines mitochondries, au niveau des gonades, au niveau des surrénales, produisent les hormones stéroïdes. Et donc, il est logique que si on a une hypothyroïdie non soignée ou mal soignée, comme je le vois encore par la T4, eh bien, on est des patients qui ont des baisses hormonales, des baisses de stéroïdes, avec des hausses du cholestérol, puisque le cholestérol est la brique qui va donner les stéroïdes. Donc, si les mitochondries n'utilisent pas le cholestérol, ben, qu'est-ce qui se passe? Le cholestérol monte dans le sang. Et là, si on tombe sur un mauvais thérapeute, il va prescrire des médicaments hypocholestérolémiants, alors que le problème n'est pas là du tout. Également, on a une question de graisse. Alors moi, je suis ORL, donc je suis chirurgien ORL à la base. Je fais ce boulot depuis 37 ans et depuis 85. Et on peut avoir une accumulation de graisse partout dans le corps. Les hypothyroïdiens, très souvent, mais pas toujours, ils sont gras. Et puis vous dire que la graisse qu'il y a dans le menton, hein, dès que vous avez un patient avec un double ou un triple menton, vous pouvez être certain que la base de langue est infiltrée de graisse. Et donc, quand le patient se couche et va vers le sommeil profond, la base de langue recule. Et évidemment, il est tout à fait logique qu'on puisse avoir des apnées du sommeil liées à cette infiltration graisseuse de la base de langue. Également, les parois oropharyngées sont infiltrées de graisse. Et évidemment, on a un collapsus rétro-basilingual qui peut survenir donc de façon rapide en cas de sommeil, dès que le sommeil commence à s'approfondir, stade 3, 4 ou REM. Mais c'est pas tout. Comme vous le savez, les hypothyroïdiens, ils sont lents de partout, lents du cerveau, lents pour digérer, lents pour sécréter la bile, les enzymes pancréatiques, voire enzymes gastriques, la cyclorhydrique aussi, mais ils sont également lents pour évacuer l'eau. Ils ont des rétentions d'eau, les hypothyroïdiens. C'est pour ça que pas mal d'hypothyroïdiens s'alimentent avec des rétentions d'eau au niveau du visage, voire les paupières du haut également, voire tout le visage, myxodème facial, les doigts, mais également le nez bouché la nuit, mais également ils ont une rétention d'eau dans la base de langue. Donc ça s'ajoute à la graisse et donc on peut avoir un hypothyroïdien mince qui a des apnées du sommeil par rétention d'eau dans la base de langue. Donc deux mécanismes différents font que l'oropharynx est impacté par une hypothyroïdie mal prise en charge ou non prise en charge. Et alors, évidemment, la fonction digestive, hein, ça, j'ai d'ailleurs fait Christian Boyer qui est présent là parmi vous. J'avais fait une chouette conférence avec lui à Lyon il y a quasiment un an et demi, 2 ans maintenant, sur le lien tube digestif thyroïde.
Et on avait parlé de ça pendant quasiment 2 jours pour vous dire le sujet est très, très, très vaste. Donc, la fonction digestive est impactée par l'hypothyroïdie puisque l'hyposécrétion, on a un ralentissement du complexe moteur migrant qui est moins sécrété. Et donc, tout est au ralenti, gastroparésie, entéroparésie, manque de synthèse, manque de sécrétion des enzymes digestives, de la bile, enzymes pancréatiques. Et également, alors on a une nouvelle cause, toute nouvelle, ça vient de sortir, c'est sorti il y a quasiment 3 ans maintenant, c'est la thyroïde lésée par la maladie du Spike. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, cette banquière donc sénégalaise qui a malheureusement été 3 fois volontaire pour des injections, elle s'est abîmée la thyroïde, sa thyroïde a relargué dans le sang des morceaux de thyroïde et elle a fait des anticorps contre et c'était confondu avec une maladie de Graves-Basedow parce qu'il y a les anticorps contre ces récepteurs thyroïdiens. Alors, c'est une conférence que j'ai fait il y a voilà, en juin 23 sur la maladie du Spike. Alors, j'en parle beaucoup parce que je suis noyé actuellement sous les problèmes thyroïdiens liés en fait, à ce foutu vaccin, qui n'est pas un vaccin puisqu'il ne protège de rien. Et, euh, et donc, les publications pleuvent, hein. Si vous allez sur PubMed, vous allez trouver des milliers de publications. Moi, au mois de juin, j'en étais à 1200, donc maintenant, ça doit être certainement 2, 3, 4 000. Et donc, et c'est pas nouveau, ça a commencé en 2020, hein. Donc déjà, en 2020, on voyait que le spike naturel du Covid, avait un impact au niveau de la thyroïde. Mais depuis lors, on a évidemment détecté que le spike vaccinal est encore bien pire, puisque lui, on ne le garde pas dans le sang 8 à 10 jours, on le garde dans le sang, des mois, des années, on ne sait pas. On ne sait pas où on va. Et donc voilà, PubMed, j'avais trouvé plus de 1000 résultats, enfin 1300 résultats, rien qu'en juin l'année passée. J'ai pas refait la recherche depuis. Voilà, donc je donne des titres d'articles. Donc en gros, le spike viral ou le spike vaccinal impacte la thyroïde, mais des thyroïdites momentanés qui sont en général tout facilement donc régressifs. Donc en gros, c'est pas comme les cerveaux, ce vaccin fait des Alzheimer ou des maladies à prions mais au niveau thyroïdien, assez généralement, ça guérit, entre guillemets, tout seul, en quelques semaines, quelques mois. En général, pas toujours, en ne laissant pas trop de séquelles. Voilà, donc je passe toutes les publications, il y en a des tas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fatigue thyroïdienne est présente en général maximale au lever sur des personnes qui sont, comme on dit en termes vulgaires, la tête dans le cul au réveil. Et après 2 cafés, 3 Red Bull et des grosses stimulations diverses, ils vont mieux et ils se sentent en général mieux fin de matinée ou dans l'après-midi. Euh, et j'ai emprunté cette diapo à mon ami et collègue Thierry Hertog. J'ai encore vu ce matin d'ailleurs. Et cette fatigue s'améliore en cours de journée, mais aussi le moral du patient s'améliore. Ils sont vraiment en état de déprime le matin, puis dans l'après-midi, ils vont mieux. Et on peut avoir, lorsqu'on bouge beaucoup, un surplus d'énergie. Les hypothyroïdiens, ils ont tendance à gigoter, à bouger pour pas s'endormir. Ils font fonctionner leurs muscles, ils produisent de la chaleur, ils se sentent mieux. Donc, on a un regain d'énergie quand on bouge. Et c'est pour ça que ces pauvres gosses à l'école, parfois, ils sont hypothyroïdiens. Et puis, on leur dit qu'ils sont hyperactifs parce qu'ils bougent. En fait, ils bougent pour pas s'endormir. Alors, également, on a vu qu'il y avait un effet au niveau de la circulation cérébrale, donc circulation cérébrale, oxygénation du cerveau, liée à une hypothyroïdie. Ça peut être jusqu'à 70% de diminution du flux cérébral en cas d'hypothyroïdie non traitée. Donc, c'est pas étonnant que ces patients souffrent de cerveau lent, hein, donc c'est ce qu'on appelle la bradypsychie, mais également ils synthétisent moins bien le neurotransmetteur, donc ça entraîne des dépressions, etc., etc. Et donc, pour mieux fonctionner, souvent, ils bougent beaucoup pour essayer de ne pas s'endormir. Voilà, ici, c'est le flux cérébral. Chez l'hypothyroïdien, en moyenne, on prend plusieurs patients, on en prend 10 et on voit que en cas de thyroïdisme, le flux cérébral est bien meilleur. Alors, moi, je vais quand même vous faire un petit topo, mais c'est bref, je vais vous donner quelques diapos, peut-être une petite dizaine de diapos pour remettre la base en place, et puis je vais aller vers le plus compliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est le prototype de la patiente que je reçois depuis 37 ans. Hein. Son médecin traitant lui dit que sa TSH était bonne. Elle est en train de mourir et elle me dit pourtant, docteur, vous me dites que ma prise de sang va bien. Moi, je suis fatigué au réveil, déprimé, cholestérol élevé, je suis frileuse, j'ai trop de poids, permis de feu, j'ai la peau sèche, etc., etc. Et la pauvre patiente n'est pas comprise et puis elle va chez un autre médecin, un troisième médecin. Et puis tous les médecins disent la même chose, votre prise de sang est bonne, madame. Et ces médecins, stupidement, j'ose le dire, stupidement, dosent la TSH qui n'a strictement aucun intérêt. Si je venais d'être à 0,0 qu'on est bien traité.
Hein. Et cette pauvre patiente, 10 ans après, la voilà, et tout va toujours bien, sa TSH est bonne. Et donc, je trouve ça scandaleux qu'en 2024, j'ai changé la date ce matin, euh, des patients sont encore maltraités par la T4 alors que ça fonctionne pas, avec 5, 10, 20 symptômes d'hypothyroïdie, et on leur dit que tout va bien. Le médecin ne se pose pas de questions. J'ai quand même l'impression que ça commence à changer. Je crois que ceci, ça doit être ma 135 ou 136e conférence sur la thyroïde, et je crois que la bonne parole commence petit à petit à atteindre les bonnes oreilles. Alors, la pauvre patiente hypothyroïdienne, le matin, hein, donc elle demande à son chéri, ou c'est parfois le chéri qui est couché, il demande à sa chérie, demande un traitement thyroïdien, sinon ce matin, ça va nous être la catastrophe pour me lever et être fonctionnel. Alors, ici, c'est un exemple, mais typique, c'est une de mes patientes, donc il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de Photoshop, c'est comme ça, elle m'envoie la photo, elle lui dit, écoutez, génial, je suis il y a 15 jours, voilà comment j'étais à gauche, voilà comment je suis maintenant. Donc, simplement, cette patiente a une TSH à 3,5 normal, elle avait une T4 dosée, je ne mets même pas le chiffre, on s'en fout. Elle avait une T3 libre à 4,1, donc moi j'estime qu'il faut être au moins 5, 5,2, mais si le patient à 4,6, 4,8 n'a aucun symptôme, je ne traite pas. Évidemment, je ne traite pas une prise de sang, je traite les symptômes du patient. Je la traite, je chiffre sur traitement de T4 qui s'arrête par T3, T4. Donc, considérez que la T4, pardon, c'est le mazout, l'équivalent mazout. Considérez que la T3, c'est la petite lumière de la chaudière, hein, la petite veilleuse. Et il y a 10 millilitres de mazout à la maison. Vous n'avez pas allumé la veilleuse de votre chauffage, ça sert à rien du tout. Et donc, elle a trouvé elle-même son traitement. C'est le patient qui trouve en 8-10 jours quel est son traitement. Elle est arrivée à la conclusion qu'avec elle, en prenant un comprimé de Tyral, peut-être 34 le matin, un nuit le soir, tout avait disparu. Elle avait 107 en hyperthyroïdie. Alors, la base, tout d'abord, arrêter ce foutu aliment qu'on appelle le gluten moderne, qui n'a rien à faire dans le corps humain, enfin, pour des tas de raisons, je passe le lien entre thyroïdite, auto-immune et gluten est établi depuis 20 ans. Donc, arrêtons de manger un aliment qui n'a aucun intérêt. Le pain, ça ne sert qu'à faire grossir les gens, être malade. Donc, le pain, ce qui est intéressant, c'est ce qui est sur le pain, c'est ce qui est dans le sandwich et ce qui est autour, c'est à se mettre à la poubelle. Alors, le traiter la thyroïde par T4 seul, moi je veux bien, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, donnez-les votre Thyrox, le thyroxine, le Thyrox T4, je veux bien. À part si, et seulement si, vous avez le patient a assez de magnésium, donc il n'a pas de crampe, pas de fasciculation. Donc c'est pas dosage sanguin, hein, s'il n'a pas de symptômes. Si sa B12 est au-dessus de 6 à 800, si son sélénium est au-dessus de 120, 130, si son zinc est au-dessus de 100, si sa ferritine est bonne, si sa progestérone est bonne. Donc déjà, vous voyez qu'on a un problème ici, c'est que vous avez une patiente qui arrive en préménopause à 40-45 ans avec une progestérone qui chute. N'espérez surtout pas donc régler son problème d'hypothyroïdie sans lui donner de la progestérone, puisque c'est impossible, elle n'a plus assez. Et également, avoir une bonne T3, c'est une superbe idée, mais ça suffit pas. Il faut encore que la signalisation cellulaire puisse se faire, et celle-ci ne peut se faire que s'il y a assez de vitamine D et de vitamine A, puisque vitamine D sans vitamine A est inefficace, le récepteur intracellulaire cytoplasmique à la T3 et vitamine D est A dépendante. Donc, bonne vitamine D au-dessus de 80 nanogrammes ou 90, 100 nanogrammes, c'est très très bien. Hein, le patient prend 8, 6 à 10 unités par jour de vitamine D, donc souvent il a des taux optimaux. Mais pourquoi éviter à ce moment-là, sinon ça ne fonctionne pas. Que ça, c'est l'oméga 3. Et n'oubliez surtout pas les oméga 6, GLA, DGLA, parce que ça peut également coincer des récepteurs. Si le patient est en dysbiose, les cytokines vont bloquer le récepteur. Donc, il faut traiter en même temps, évidemment, toujours tout traiter en même temps. On traite en même temps le cerveau, la thyroïde, l'intestin, ça. On ne fait jamais l'un puis l'autre. Et également, il faut savoir que très souvent, chez les hypothyroïdiens, on a une fatigue surrénalienne, un cortisol limite, donc il faut y penser et traiter en même temps. Maintenant, on pense également qu'on est de plus en plus tous pollués par des tas de choses, phtalates, mercure, plomb, cadmium, tout ça, donc ça vaut la peine quand même de les rechercher. Également, on ne pas oublier l'iode. Alors, je ne connais pas les chiffres dans les pays maghrébins, mais en tout cas, en Europe, on est plus de 90% de carence en iode. Alors, c'est plus les grosses carences qu'on avait il y a un siècle avec des gros goitres et des crétins au bout du compte. Mais maintenant, c'est des goitres plus petits, voire pas de goitres, avec des petits crétins, hein, qui naissent de femmes déficitaires en iode. Et donc, tout le monde devrait prendre de l'iode tous les jours. Ça, c'est clair et net. Et pour les dosages, je ne vais pas entrer dans ces discussions-là maintenant, mais les dosages européens sont malheureusement beaucoup trop bas. On devrait parler en microgrammes qu'aux États-Unis, et nous en Europe, on parle en microgrammes. Donc, on est sous-dosé. Les perturbateurs endocriniens, les retardants de flamme tels que le brome, le fluor, le dentifrice bloquent également à la place de l'iode. Donc, c'est très, très complexe. Donc, on voit encore des collègues qui, pour tester une thyroïde, ils dosent la TSH
point barre, point la ligne, c'est une stupidité sans nom. La thyroïde, c'est vachement plus compliqué que ça. Et vous avez la preuve ici. Alors, traiter une thyroïde par hypothyroïdien, par T4, ben, jouez au loto et vous avez beaucoup plus de chances de gagner. Alors, je dis pas que j'ai pas de patients avec la T4 qui sont bien, mais j'en ai une il y a une quinzaine de, non, il y a 3 semaines, j'ai eu une il y a 3 semaines, c'est la première depuis très longtemps qui était bien asymptomatique avec la T4. Alors, ne pas traiter la thyroïde, ben, c'est évidemment fatigue, hein, on en parle, c'est le sujet de la conférence, dépression, mais également reflux, puisque maldigestion de l'estomac, fermentation, prise de poids, pas toujours, il y a des hypothyroïdiens qui sont très minces, constipation, pas toujours, mais c'est surtout les femmes, migraine également, hypercholestérolémie, peau sèche, et même, on en parlera tout à l'heure, la fibromyalgie, c'est un diagnostic qu'on émet, malheureusement, on ne connaît pas la médecine. Madame qui est mal partout, qui est fatiguée, vous êtes fibromyalgique, ça veut dire quoi, docteur? Ça veut dire que c'est inguérissable, c'est complètement faux, c'est un mensonge de dire ça à un patient. Donc, la ralentissement gastrique par manque de T3, ben voilà, donc, je sais pas si Christian en a parlé, mais il connaît ça sur le bout des doigts. Donc, on a une maldigestion, des protéines, des sucres, des lipides, suite à une hypothyroïdie non prise en charge. Il faut pas, et donc, ça génère des dysbioses, des SIBO. Donc, aller traiter, pour moi, une dysbiose, un SIBO, sans traiter la thyroïde, ça veut dire que le patient va récidiver dans le mois, les 2 mois, les 3 mois qui suivent, d'office. Donc, il faut toujours traiter et la thyroïde et l'intestin en même temps. Sinon, on va vers des récidives systématiques des dysbioses. Alors, en fait, ne pas traiter la thyroïde, c'est comme si vous prenez un IPP, hein, un proton, hein, le oméprazole, pantozole et autres. Donc, on a une malabsorption par manque d'acidité du magnésium, du zinc, de la B12, du calcium, du fer, etc. On a une augmentation du risque de maladies neurodégénératives type Alzheimer, Parkinson également, altération de la fonction rénale, quoi. Enfin, ça se trouve pour les IPP. Donc, en gros, considérer que IPP égale hypothyroïdie quand elle a un problème gastrique. Ça, je passe. Alors, de nouveau, je vais pas entrer dans le détail, mais ici, j'ai fait un petit tableau avec les taux figurant dans la colonne de droite de la feuille de biologie d'un labo et les taux santé. Donc, il faut savoir qu'en tant que thérapeute, vous devez connaître les taux santé. Ça n'a rien à voir avec les taux figurant sur la colonne de droite de vos prises de sang. Hein, si je prends un exemple, vitamine D, j'écris un bouquin là-dessus, je connais un petit peu la bestiole. La vitamine D, il fait au-dessus de 80 à 90 nanogrammes. Et donc, quand vous avez un patient qui est à 35, il est en hypovitaminose D profonde. Si on prend un iode urinaire, alors avant, il y a longtemps, on disait 50 microgrammes, c'est bon. Eh bien non, il faut être au-dessus, on ne sait pas très bien, 400-500. Moi, je fais 7600 iode urinaire du matin. Hein, je prends 12 milligrammes par jour. Mais donc voilà, je peux vous donner d'autres exemples. Donc les taux santé n'ont rien à voir avec les taux figurants. Les taux du laboratoire, c'est des taux statistiques sur des courbes de Gauss amputées de 10% vers le haut, 10% vers le bas. Donc, arrêtez de considérer qu'une hypothyroïdie ne dose pas la TSH, ça n'a quasiment aucune valeur, et stop traitement par T4, ça ne marche que très rarement. Et de nouveau, on ne traite pas une prise de sang, on traite un patient. Donc moi, si mon patient a une TSH un peu élevée, une T3 un peu basse, et qu'il a 0 symptôme d'hypothyroïdie, je ne le soigne pas. Et donc finalement, c'est quoi qu'il faut faire? C'est ça. Il faut passer 5 minutes ou 3 minutes avec le patient en posant des questions. Est-ce que vous êtes frileux? Est-ce que vous avez froid des doigts ou des orteils? Déjà, quand cette question est positive, oui, docteur, je suis frileuse, on peut arrêter là. Elle est hypothyroïdienne, madame. Fatigue le matin qui va mieux après une heure ou deux. Voilà, vous avez la liste des symptômes. Je vais pas tous les passer, c'est pas le but de la conférence ici. Mais vous avez un bon point de repère. Le document, ne pas hésiter à l'utiliser, à le photocopier, à cocher. Moi, je coche. Et puis quand le patient revient en deuxième consultation, je dis, tiens, on va voir où vous en êtes, et je repose toutes les mêmes questions, et je décoche tout ce qui a disparu. Et si le patient me dit, écoutez, tout va bien, mais je me lève le matin encore avec les yeux un peu gonflés, fatigué, mais pour le reste, tout a disparu, je suis plus constipé, j'ai plus de gastroparésie, mon moral est bon, tout va bien, donc je sais qu'il est sous-dosé dans sa prise de traitement le soir, puisqu'il se lève en hypothyroïdie. Et donc je gère le traitement en fonction des symptômes, des moments où il a le symptôme de la journée. Alors, en biologie, qu'est-ce qui, idéalement, il faudrait demander? Ça, c'est l'idéal, c'est le top du top, c'est ce qu'il faudrait faire, mais je sais que, voilà, il y a des pays où on a plus difficile d'avoir des dosages, ça coûte des sous, mais idéalement, c'est de demander la T3, évidemment, la T4, ou peut-être, la TSH, oui, parce que moi, quand tous les patients traités hormonalement, ils sont tous avec une TSH à 0,0. L'arrivée à T3, certainement, mais tous les labos ne le font pas.
Les urines de 24 heures, on va en parler tout à l'heure, ou en vitamine A, D, sélénium, zinc, cuivre. Donc, c'est tous les cofacteurs d'activation de la T4 en T3 qui également devraient être dosés. Maintenant, évidemment, l'indice oméga 3, ça coûte cher, ça coûte 90 euros. Donc, si le patient mange du poisson gras 3 fois par semaine, sinon, ces aliments, c'est les huiles oméga 3 qui sont l'huile de lin, colza, argan, etc. Donc, on peut suspecter qu'il en a assez. Il n'y a pas besoin de demander un test à 90 euros. Les métaux lourds, on sait que les dosages sanguins, c'est pas pertinent, mais c'est mieux que rien. La dysbiose, ben oui, mais ça coûte des sous, hein. Donc, de nouveau, moi, si mon patient a des crampes, des ballonnements, et qu'il me dit qu'il mange des tartines le matin, un sandwich le midi, et qu'il boit un verre de lait de vache par jour, ben voilà, j'ai même pas besoin de demander le test. Je lui fais arrêter le lait de veau, le gluten, l'avoine. Hein, l'avoine, c'est génial pour les ânes. Et puis, le patient, 9 fois sur 10, au bout de 15 jours, il dit, écoutez, docteur, c'est génial, votre truc, puis j'ai retiré, c'est crasse, j'ai plus mal au ventre, j'ai plus mal au ventre, tout va bien, merci. Iode urinaire, ça, il faut le demander, c'est il faut vraiment parce que on n'est pas on ne sait pas prédire les valeurs, évidemment. Les auto-anticorps, il faut demander au moins systématiquement les anticorps anti-TPO parce que les Hashimoto, il y en a énormément. Moi, j'en vois plusieurs par jour et on sait les guérir 2 fois sur 10. Et on sait surtout empêcher que cet Hashimoto devienne polyarthrite, sclérose en plaques, diabète type 1, puisqu'il faut traiter les causes qui sont bien entendu manque de vitamine D, manque de cortisol et dysbiose, c'est cause de déclenchement de maladies auto-immunes. Le cortisol, déjà cliniquement, on connaît ça qu'il n'y a pas besoin de demander de dosage, mais voilà, le cortisol salivaire sur la journée, c'est génial. Mais ça, alors maintenant, dosage urinaire des hormones thyroïdiennes, la T4, aucun intérêt. En fonction du nombre de symptômes que vous avez en bas et le taux dans les urines, il n'y a pas de corrélation. Par contre, la T3, oui. Donc, au plus le patient est symptomatique, au plus sa T3 va être basse. Et donc, en gros, viser des taux au-dessus de 1300, 1500 pour être dans le bon. Je ne vante personnellement jamais ces tests-là. Je ne vante jamais parce que j'en ai pas besoin. Mais théoriquement, c'est un test génial qui serait à fond. Voilà. Alors, ça, je passe ce tableau-là. Donc, oui, vous pouvez l'utiliser, mais je veux dire, seule chose intéressante, déficience probable, T3. Voilà, en tout très sans. Retenez simplement ce chiffre-là, ça suffit. Faut pas aller plus loin. Maintenant, prise en charge de l'hypothyroïdie, puis je vais revenir à la fatigue après. Mais déjà, si vous avez accès à une prise de sang, ben c'est facile, vous êtes tout dosé, et puis vous allez régler. Si vous n'avez pas de prise de sang, conseil que je vous donne, prenez un complexe phyto-micronut, donc qui contient des plantes qui stimulent la thyroïde, comme l'ashwagandha, camphéral, gugule, avec un peu d'iode, de zinc, de sélénium. Ajoutez-y à côté du magnésium et des oméga 3, et vous allez déjà faire pas mal de bien à votre patient. Mais ça, c'est très bien pour les gentilles petites hypothyroïdies où on a 3, 4, 5, 6 symptômes. Si vous avez une énorme hypothyroïdie avec 30 symptômes, oubliez, ça sera insuffisant. Mais de toute façon, c'est le travail de base qu'il faut faire. La micronute et la nutrition, c'est la base de tout. Maintenant, imaginons que le patient, il ne réagisse pas à ce premier traitement, il a plus de 5 à 6 symptômes, voire 10. Alors, on peut ajouter de l'organothérapie. Regardons, c'est des extraits de thyroïde. Théoriquement, sans hormones thyroïdiennes, vous avez quelques-uns sur le marché. Moi, j'utilise le GTA Forte, mais j'utilise également Suprathyroïde. Et donner une gélule le matin. 3 jours après, vous avez encore des symptômes, montez un matin, un soir. Encore des symptômes, montez à 2 matins. Et puis, quand je suis à 4, ben, si le patient ne va pas mieux, à ce moment-là, il faut passer au stade hormonal, qui est le stade suivant. Et également, on garde également la micronute, on garde le magnésium, les oméga 3, évidemment, en fonction des carences du patient, en fonction de son mode de vie et de son mode d'alimentation. La troisième étape de la prise en charge, et le patient a 15, 20, 30 symptômes, moi je vais directement à cette étape-là. Je mets là-dedans évidemment micronut, phyto, etc. Et là, je mets directement un traitement hormonal par évidemment T3, T4, hein, donner de la T4. Dans 20% des cas, vous aggravez l'hypothyroïdie par excès de conversion de la T4 en reverse T3. Donc, voilà. Donc, je ne risque pas ça pour mon patient. Et puis le patient va trouver lui-même son dosage. Ça, j'ai expliqué comment le fait. Il va augmenter petit à petit son dosage, de jour en jour, par quart de comprimé, jusqu'à ce que 8, 10, 12 jours après, ils disent, génial, j'avais 25 signes hypothyroïdie, il m'en reste un ou deux, ou j'en ai plus du tout. Sans être surdosé, en cas de surdosage, évidemment, symptômes, c'est palpitation, nervosité, tremblement, le cœur qui bat plus fort, diarrhée, et ça. Donc, ça, j'apprends tout ça au patient. Il a tout ça sur des documents, il reçoit ma consultation avec ces documents, et il sait voir où il en est, et il m'envoie un mail s'il y a un doute. Voilà, donc ça, c'est un peu le plan de traitement, comment j'explique au patient. Voilà, s'il est sous euthyral, qui est le moins cher du marché, ben évidemment, il commence par exemple, c'est une gastroparésie, donc à chaque repas, il a l'impression que ça ne peut pas différer. Eh ben, je le donne avant chaque repas, à croquer et laisser rentrer la langue, et puis le patient va
petit à petit augmenter lui-même par cas de comprimé jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et donc, le traitement, ça peut être un quart, ça peut être un quart, un quart, un quart, ça peut être un demi, zéro, zéro, ça peut être un demi, un demi, un demi, ça peut être 0,02 le soir. Moi, j'ai encore eu un patient il y a quelques jours, il n'en prend pas en journée, il prend tout le soir au coucher, il est super bien avec ça. Donc, il n'y a pas de règle, c'est le patient qui lui-même va décider de quel est son traitement et quel est son dosage. Si le patient passe du Maroc où il fait 30 degrés et il va faire du ski en Alaska où il fait moins 30 degrés, évidemment, il va devoir tripler ou quadrupler son traitement thyroïdien. C'est comme le chauffage, on change de réglage dès qu'il fait plus chaud ou plus froid. Alors, donc, et s'il y a cette sensation de digestion lente à chaque repas, le conseil que je donne, c'est de splitter, scinder le traitement pour donner avant chaque repas. Ne le faites pas si le patient sous T4 seul, ça ne fonctionne pas. La T3 agit dans la demi-heure. La T4, elle agit au bout d'un certain temps. Et en plus, elle s'accumule. Alors, en cas de surdosage en T4, ça peut être très grave pour le patient. Ce dosage en T3, il est mal pendant 3-4 heures et puis c'est fini. Et donc, j'explique à mes patients, voilà, Madame X qui est devant moi, qui est hypothyroïdienne. Le traitement de l'hypothyroïdie est fait pour les gens intelligents. Vous devez adapter vous-même votre traitement et il faut que disparaisse le jour à venir la frilosité, fatigue matinale, morale pendant, rétention d'eau. Et quand ça a disparu, Madame, vous êtes à la bonne dose, n'allez pas plus loin. Et je lui mets également les symptômes d'hyperthyroïdie pour le cas où elle se trompe. Voilà, et souvent, vous allez voir biologiquement, vous allez avoir des taux de T3 qui arrivent à 4,8, 5, 5,2, 5,5, et une TSH qui va aller vers 0,0 quelque chose, ce qui est très bien. Il n'y a pas de rhizostoporose avec une TSH écrasée. Il y a une osteoporose que s'il y a une T3 trop élevée, à 6, 7, 8, à 9 ans. C'est pas du tout le but ici. Et malheureusement, beaucoup de médecins, je le vois chaque semaine, beaucoup de collègues ne connaissent pas ça. Ils disent aux patients, oh là là, madame, vous avez une TSH qui est à 0, arrêtez votre traitement, vous êtes surdosé. Et puis la dame m'envoie un mail ou le téléphone, dit, écoutez, il m'a dit ça. J'ai dit, madame, est-ce que vous avez des palpitations, des nervosité? Non, rien. Alors, vous n'écoutez pas, écoutez-moi, il ne connaît pas la thyroïde. Donc la TSH écrasée est pathologique si le patient est en phase débutante de thyroïdite d'Hashimoto, si le patient ou la patiente a un grain base d'eau mal équilibré, mais une TSH indétectable est normale en cas de traitement hypothyroïdien bien conduit. Et alors, pensez bien que si le patient ne supporte pas son traitement, imaginez il a 20 symptômes, 15-20 symptômes, il prend un quart, il a des palpitations, nervosité, il ne supporte pas, c'est qu'il est déficitaire en cortisol. Donc là, il faut traiter d'abord la surrénale pendant une semaine, et puis seulement attaquer le traitement thyroïdien une semaine après. Parce que sans cortisol, la conversion de T4 en T3, c'est beaucoup trop vite. Et donc, finalement, voilà, hypothyroïdie en conclusion, ça impacte tous les systèmes. Et il faut bien entendu d'abord traiter ça avant de se dire de se perdre dans tas de traitements qui peuvent être inutiles et multiples. Alors, bon, ça c'est une petite photo humoristique. Donc maintenant, ben, je vous pose la question, est-ce que vous croyez que jusqu'à présent vous traitez bien votre thyroïde? Bon, voilà, je n'ai pas la réponse, à vous de voir. Alors maintenant, allons-y. Une des causes de fatigue, simplement au niveau ORL, on a simplement des ronflements, apnée du sommeil. Alors, il faut savoir que moi, je suis RL, je m'occupe d'apnée du sommeil depuis 86, 1986. Et bien, j'ai des patients qui sont fatigués parce qu'ils s'auto-réveillent la nuit. C'est parce que madame ronfle que le monsieur est fatigué, c'est parce que lui-même s'auto-réveille. Il part sans réveil, ce sommeil s'accentue, il ronfle et il s'auto-réveille. Pardon. Donc, il n'y a pas que l'apnée du sommeil qui fatigue, il y a son propre bruit de ronflement qui peut être embêtant. J'ai publié d'ailleurs un article là-dessus, c'était en 94, dans Patient Care. Je faisais la différence entre ronflement et du sommeil et j'envisageais les divers traitements. Et à l'époque, je ne connaissais pas cette histoire de thyroïde, pourtant je m'en occupais déjà beaucoup, et j'ai pas fait état de l'hypothyroïdie comme cause de ronflement et d'apnée du sommeil. Alors, c'est un autre article. Donc, avoir le nez bouché la nuit, bêtement débouché, ça énerve, on se réveille, on dort pas bien, donc il faut savoir déboucher le nez. Alors, j'ai encore revu ce patient, ce matin, un patient que j'opérais hier soir en ORL, qui avait une hypertrophie des cornes de son nason. J'ai retiré son pansement ce matin, il respire comme il n'a jamais respiré. Et c'est l'article que j'avais écrit là-dessus en, je sais pas quelle année, mais il y a très très longtemps, il y a 25 ans. Alors, est-ce que c'est moi qui invente le lien entre apnée du sommeil et thyroïde, hypothyroïde? Pas du tout, il y a plein d'articles, je vais en mettre quelques-uns aussi. Voilà, lien entre hypothyroïdie et mauvais sommeil. Il y a plein d'articles, je vous les passe, mais c'est pour montrer que ça existe. Bon, psychiquement, on peut être également
Comme vous le savez, psychiquement, on a des neurotransmetteurs comme la noradrénaline cérébrale, hein, qui donne le coup de pied au cul du matin, qui peut être déficitaire, et on peut être fatigué bêtement à cause de ça. L'hypométabolisme mitochondrial cérébral peut entraîner une fatigue psychique. Donc, les causes habituelles des dépressions, vous les connaissez. La première cause, c'est le manque de protéines le matin. Parce que c'est les gens qui mangent le matin un bol d'avoine, des céréales ou rien du tout, un café le matin. Donc, pas de précurseurs des neurotransmetteurs, donc pas de tryptophane, pas de thyroïne. Donc, évidemment, ils sont en dépression, fatigués. Ça, c'est tout à fait normal. Les micronutriments, ça va transformer la tyrosine et les tryptophanes en sérotonine, dopamine, noradrénaline. Mais ils sont là, c'est magnésium, fer. On voit déjà qu'il y a des choses communiques à la thyroïde. En effet, quand on est déficitaire en B12, en magnésium, en zinc, en cuivre, en fer, eh bien, il y a déjà non seulement un manque de synthèse des neurotransmetteurs, mais également un manque de transformation en T4 en T3. Donc, les deux sont vraiment très liés point de vue déficience micronutritionnelle. On a également l'intestin malade, hein, puisqu'on sait que la moitié du GABA vient de l'intestin, 80% de sérotonine vient de l'intestin, 63 dopamine vient de l'intestin, et déficience hormonale, évidemment, hein, le nombre de dépressifs qui sont bêtement, un homme de 45 ans qui a pas assez de testo, ben, il déprime, donc il est en période de repose. Une dame de 45 ans qui est en préménopause avec des taux d'œstrogène trop bas, mais évidemment qu'elle déprime. Hein, c'est pas qu'un Prozac qu'on va aller à la territoire déprime. Et l'hypothyroïdie est une cause majeure également, donc les causes hormonales. Voilà. Et alors, en gros, qu'est-ce que une hypofonction thyroïdienne peut donner au niveau psychique? Voilà, j'ai listé anxiété, irritabilité, impatience, dépression, etc., etc. Euh, les articles qui font état de liens entre thyroïde déficiente et dépression, il y en a énormément. Voilà. Et donc, faut pas toujours penser uniquement à la chimie. Il n'y a pas que la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline cérébrale qui est problématique du point de vue psychique. Il y a également la fonction thyroïdienne. Et on a une relation entre l'hypothyroïdie claire et nette, entre le taux de T3, ça, et le bien-être psychique. Et de nouveau, les études nous montrent que c'est bien la T3 qui est efficace. La T4 n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est d'être précurseur de la T3. Également, les hormones thyroïdiennes ont un effet positif au niveau du métabolisme de la sérotonine, mais vous allez voir aussi au niveau de la dopamine, on va voir après. Et justement, alors ça, c'est un mécanisme indirect. Vous avez un patient qui mastique mal, donc l'amylase n'a pas le temps de travailler sur les sucres lorsqu'ils sont en bouche. Vous avez un patient hypothyroïdien, son pancréas ne sécrète pas assez d'enzymes pancréatiques, l'estomac ne fonctionne pas bien, et donc finalement arrive dans l'intestin de ce pauvre patient des glucides non digérés. Il peut être faute d'apport en plus le patient, donc plein de glucides arrivent et on nourrit une candidose latente, hein, c'est l'évaluation des candidats, on nourrit une candidose, et cette candidose envoie des mycotoxines dans le sang, et ces mycotoxines vont bloquer le récepteur à la dopamine. Donc, indirectement, via la candidose et via l'hypothyroïdie, on peut avoir des problèmes psychiques de type manque de dopamine. Alors, vous connaissez le syndrome de fatigue chronique. Quand ça fait mal, on dit que c'est la fibromyalgie. Eh bien, il y a beaucoup de causes. Et une des causes principales, c'est l'hypothyroïdie. La deuxième, c'est le manque de cortisol. Et puis, on va voir le reste tout de suite. Alors, cette fibromyalgie, elle est guérissable, tout comme le diabète type 2, la migraine, l'obésité, l'ostéoporose, la dépression. C'est une maladie fonctionnelle. Il faut prendre en charge toutes les causes. Toutes les causes de quoi? De petites douleurs, hein, quand vous avez un petit peu mal, là, à cause de ça, par manque de magnésium, manque de T3, par insuline, manque de GABA, ça fait une énorme douleur. Et les causes de baisse d'énergie, on les a également ici. Et finalement, quand vous avez une dame, parfois c'est les hommes, hein, j'ai des hommes fibromyalgiques également qui ont très mal et qui sont crevés, leur dire que c'est une fibromyalgie inguérissable, c'est un raccourci honteux. Et une des causes également majeures de fibro, c'est le gluten, puisqu'on a montré qu'en rien qu'à l'arrêt du gluten, il y a pas mal de fibro qui entrent en rémission en quelques semaines. Donc ce gluten, retirez l'alimentation de vos patients, ça n'a rien à faire dans le corps humain. Simplement, le pain a été inventé pour nourrir des gens qui n'ont pas les moyens financiers de se payer à manger. Le pain, ça coûte rien du tout, ça bourre, ça remplit l'estomac, mais ça n'a aucun intérêt nutritionnel. Alors, évidemment, la fibro est une maladie mitochondrienne, donc ça a été prouvé dans plein d'études. Je crois que j'ai mis les références plus loin, je les ai mis plus loin. Donc, il faut relancer la production d'énergie, d'ATP. Vous savez, donner une statine, un médicament pour une statine à un patient.
eh bien, vous lui donnez une fibromyalgie iatrogène, le patient est fatigué, il a mal partout. C'est la preuve qu'on bloque la mitochondrie, puisque c'est la voie de synthèse du poison Q10 qui est inhibée par cette statine. Alors, pourquoi est-ce que les femmes ont plus de fibro que les hommes? Ben, simplement parce que la progestérone joue beaucoup dans la fibro. Parce que la progestérone basse entraîne une rétention d'eau. Ça peut être mal au sein en fin de cycle. Ça peut être également des fascias musculaires. Et quand vous avez des fascias musculaires remplies d'eau, par manque de progestérone ou de potassium ou de T3, ces trois causes de rétention d'eau, eh bien, vous avez chez un rhumato qui fait une palpation, il dit, voilà, madame, votre trigger point, il y en a 15 positifs, vous avez une fibromyalgie. Et il ne cherche pas à savoir pourquoi il y a des trigger points. Il y a des trigger points par rétention d'eau dans la fascia musculaire, tout simplement. Et les trois causes sont mises ici en rouge. Il faut traiter les trois causes. Voilà. Il faut induite par les statines, j'en parle ici. Et malheureusement, ces patientes sont traitées par antidépresseurs, somnifères, paracétamol, anti-inflammatoires, morphiniques. Voilà, donc on traite les symptômes sans traiter la cause du problème. Voilà, il y a beaucoup de publications là-dessus. Vous les trouvez ici en bas de diapo. Oh, j'en trouve une là-bas. Euh, alors également, les fibros ont des taux de d'iode urinaire plus bas que les autres. C'est une des choses qu'on découvre à la biologie également. Et ils ont une conversion de T4 en T3, en reverse T3 préférentiel. Donc, la T3 va bloquer la T3. C'est comme ça qu'un traitement par T4 aggrave l'hypothyroïdie si on a un blocage de la conversion de la T4 vers la T3. Également, il y a un lien très net entre le microbiote, il change l'hypothyroïdie, change également le microbiote. Voilà. Également, il y a, ben oui, moi, j'ai quelques patients de 15 ans, 18 ans, 20 ans en fibro, mais c'est rarissime. C'est plutôt des dames qui ont au-dessus de 35-40 ans, qui sont donc en préménopause, à 35 ans, c'est la préménopause pour une femme, qui ont des taux de progestérone qui commencent à chuter, non prise en charge par le gynéco, malheureusement. Et il n'y a pas que ça, mais c'est une des 16 causes, j'estime dire 16 raisons d'être fibro. Et donc, il faut prendre en charge la baisse de progestérone tout de suite lorsqu'elle est symptomatique parce que ces patientes-là, elles font énormément de cancer du sein en post-ménopause. La progestérone, c'est vraiment une anti-cancer du sein qui doit être évidemment traitée dès que les symptômes sont présents. Alors, c'est pas toujours le manque de progestérone, ça peut être une mauvaise toxépathie des oestrogènes avec des métabolites hyperestrogéniques. Mais ça, c'est à vous, c'est votre job de trouver la cause. C'est une fausse. Donc, c'est un déséquilibre œstroprogestatif qui peut être lié à un manque de progestérone, qui peut être lié à un excès de métabolites toxiques des oestrogènes. Ça, c'est plus rare, mais ça arrive. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on guérit une fibromyalgie? Ben, c'est simple, on fait arrêter le gluten. Ça, c'est la base de tout. Si le patient ne veut pas, il dit, écoutez, ne venez plus chez moi, n'êtes plus mon patient, moi, je ne sais pas vous aider, hein. Il faut biologiquement, voilà, la vitamine D, j'ai mis des taux que moi je vise quand je vais guérir en fibro. Voilà. Donc, j'ai mis les taux ici, je ne vais pas vous les citer, mais vous pouvez regarder ça à votre aise. Évidemment, la DHA joue également, le cortisol joue également, l'hormone de croissance joue également. Donc, il faut vraiment optimaliser tous ces facteurs qui sont des causes de fibromyalgie. Voilà. Vous avez des valeurs santé, je vous ai mis ici sur cette feuille. Évidemment, la phrase qui termine ici, supprimer complètement tout ce qui est à base de gluten, avoine, édulcorant et produits laitiers. Je parle des laits animaux, hein, pas des laits végétaux. Références scientifiques sont ici. Donc, dosage sanguin, je les ai remis, moi, j'ai déjà mis tout à l'heure. Et j'ai fait le tour. Voilà, voilà. Amine, je suis à toi. Merci. Tu m'entends? Ouais, je t'attends, je Ouais, t'attends. merci, merci Stéphane pour cette très belle présentation. Euh, alors, on va commencer par les questions dans la salle. Merci. Allô, allô? Ouais. Bonjour, Ah, ok, ça. Simon. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir en combien de temps une fibromyalgie est guérissable. En moyenne, j'ai 3-4 semaines. J'ai un cas exceptionnel, c'était une semaine. C'est une fibro qui était présente depuis 12 ans.
vraiment arrêt de travail et tout. En une semaine, tout est réglé, mais en moyenne, c'est plutôt 3 semaines. Alors, ça arrive parfois que ça prenne plutôt 2, 3, 4 mois. Et quand ça ne marche pas, au bout d'un mois et demi, 2 mois, je remets en question mon diagnostic et je me dis qu'il faut penser à un LR dans l'os ou un Lyme. C'est les deux diagnostics différentiels. Et vraiment, une fibrose ne guérit pas en quelques semaines. Il faut penser à un Lyme. Mais là, la douleur et la sciatique est plus en vague, hein, c'est pas constant. Et alors, un LR dans l'os, là, j'envoie chez des rhumatos spécialisés. Ils font des biopsies cutanées pour confirmer l'anomalie du collagène. Et là, les LR dans l'os je me suis déjà fait piéger plusieurs fois d'ailleurs. Je faisais des fibros, ça ne marchait pas. Et c'était finalement un LR dans l'os. Une fois que la guérison atteint, on fait quoi? Est-ce qu'on, bon, avec une Mais hygiène de vie, bien on sûr, maintient une maintien, vitamine B au-dessus de 80, on maintient la une B12 au-dessus de complémentation. 100, on maintient. Comment, On comment? maintient toute la complémentation de la Oui, tout à fibromyalgie. fait. Maintenant, si la dame a besoin de 200 mg de progestérone le soir, ben, je maintiens ça jusqu'à ce qu'elle soit enterrée, puisqu'évidemment, on traite évidemment après la ménopause jusqu'à la fin. Si c'est un monsieur qui a, alors, si c'est une excellence surrénalienne, donc quelqu'un qui a 50, 55, 60 ans, la surrénale ne suit plus et qu'il a besoin d'hydrocortisone, de méthylprète, ben, je maintiens évidemment tout le temps. C'est-à-dire qu'une hygiène de vie optimale et avec une assiette Ah oui, ça c'est la ça base, suffit c'est pas? la base. Ça suffit Nutrition pas? et la hygiène de vie, c'est la base, ça, Donc, c'est pour vous, clair. c'est pas suffisant? Ah non, évidemment, non. Non, comment voulez-vous je sais pas moi, qu'un testicule de 50 ans fonctionne encore bien ou qu'un ovaire je sais pas moi, de 48 ans qui n'en veut plus refonctionne? euh, voilà, il faut l'aider. Et alors, de nouveau, on me dit, oui, mais combien de temps je continue à prendre mon sélénium, mon iode, mon zinc? Mais j'ai écouté, si à la prise de sang, on montre que vous avez des taux trop bas, ça veut dire que chroniquement, parce que l'alimentation ne donne pas assez, on ne fait surtout pas de cure, on continue le traitement tout le temps, évidemment. Une autre question dans le même sens. Vous voulez dire quoi par fibromyalgie? C'est une définition clinique, douleur musculaire? Oui, c'est ça, c'est clinique, tout à fait. Alors, mais néanmoins, les rhumatos ont des critères, hein, sur le trigger point, ils ont des critères bien précis, mais pour moi, c'est vraiment, ça n'a pas de, voilà, ces critères. Moi, je veux bien, moi, j'observe des patients, souvent, les aussi qui fait, ils sont fibromyalgie. Ok, j'accepte je vérifie, c'est bien ça, et puis je prends en charge. Mais voilà. Mais je ne connais pas les critères personnellement précis qu'utilisent les rhumatos. Je ne sais plus s'il y a 12 ou 15 trigger points positifs. Il y a d'autres critères également associés. Ok. Une autre question. Bonjour, je peux? Oui, bonjour. Merci pour la communication. J'ai trois questions si vous permettez. Oui, oui, oui. Alors, la première, vous avez parlé de métaux lourds comme cause et vous n'avez pas parlé de chélateur au moment de ce traitement. Moi, je Euh, peux en parler, mais c'est voilà, vraiment. Oui, c'est c'est pas clair. mentionné. Là, c'est clair. Alors, moi, si vous Et les voulez, je draineurs fais. aussi. Oui, alors, je suis entièrement d'accord. Donc, les métaux lourds, on devrait faire une chélation en donnant de l'EDTA le soir, en dosant les métaux urinaires le matin. Il y a des labos spécialisés qui font ça. Personnellement, je ne le fais pas. Je fais que des dosages sanguins. Je sais que c'est pas très fiable. Je sais que je peux passer à côté de pas mal de trucs. D'accord. Euh, voilà. Mais simplement, déjà, vous êtes un bon taux d'iode chez votre patient. Vous avez déjà empêché quand même pas mal de dégâts de métaux lourds. Vous avez de la silice. Vous avez déjà pas mal réglé de problèmes d'aluminium, de problèmes d'aluminium. Et donc, si j'ai des métaux lourds comme le cobalt, cadmium ou autres qui sont élevés, ben, je fais la détox évidemment pendant plusieurs mois. Très C'est bien. clair. Dans notre médecine traditionnelle, on a l'habitude de voir que les patients prennent comme plante la triplex pour remplacer le traitement de la thyroïde. Avez-vous une expérience par rapport à ça Mais alors, en gros, moi, je suis archi naturel. Donc, en gros, moi, dès que tu peux régler un problème pour la nutrition, voire quelques compléments micronutritionnels, je suis heureux. Mais il faut avouer que dans les faits, quand vous avez un hypothyroïdien profond, qui a 20 kilos de trop, qui est frileux, qui est constipé, ça, le simple fait de faire la nutrition, micronutrition, ça ne suffit pas. Donc, Et la allez-y. plupart de mes patients sont vus en première consultation par des collègues nutritionnistes qui ne sont pas médecins. Eh bien, je vois arriver ces patients au bout d'un mois et demi, 2 mois, donc pour décortiquer la prise de sang. Donc elles ont un premier traitement. Et j'en ai 1 sur 2 qui, pour du thyroïdien, est guéri. Donc, elles ont donné en micronutes tout ce qu'il fallait. Elles ont fait l'alimentation. Elles ont donné des complexes
phyto et micronut. Et la patiente dit, génial, vous savez, j'ai perdu 10 kilos, je suis plus constipé, donc voilà. Mais il y en a au moins la moitié, il faut aller plus loin. Parce que là, on n'arrive pas à gérer par rapport, parce que c'est une tisane, donc on n'a pas de dose où on peut surveiller les patients. Donc, des fois, ils déclarent et des fois, ils ne déclarent pas. Donc, ils prennent les tisanes comme ça avec le Oui, traitement. oui. Et on n'arrive pas à gérer par rapport au bilan et par rapport au suivi. C'est Oui, par donc moi, rapport à ça. je ne suis pas contre. Moi, le triplex, je ne le connais pas, mais je suis pas contre l'homéopathie, quoi. Je suis pour tout, donc ça marche. D'accord. Donc si ça marche, tant mieux. Parce que c'est riche, c'est un pourprier de mer, donc c'est épinard de mer, donc il est très très riche en iode. Ok. C'est par Ouais, rapport à oui. ça. Voilà. La troisième, Attention que la thyroïde, c'est pas que l'iode, hein. Je veux dire, la thyroïde, c'est bien plus compliqué que l'iode. Il y a le manganèse, il y a le molybdène, il y a le magnésium, il y a la B12, il y a le cuivre, voilà. Et l'iode également, il faut savoir que l'iode a un effet. Le rôle mineur de l'iode, c'est la thyroïde. L'iode a un effet majeur de la force musculaire, au niveau des défenses immunitaires, au niveau du film digestif, au niveau de l'estomac. Donc, l'iode, c'est pas que la thyroïde, hein, c'est bien plus que ça. Vous avez raison. Si c'est un produit riche en iode, allez-y, donnez-le à vos patients. voilà. Moi, je suis à Parce fond. qu'en fait, notre alimentation en Algérie, La c'est quand même troisième pauvre question, s'il vous plaît, parce en qu'il y en iode. a La d'autres. Il y a troisième d'autres questions. question, c'était par rapport à la mode de la sleeve et thyroïde. Par rapport à ce moment, on remarque pas mal de patients pour éviter l'obésité vont pallier à la sleeve. Donc, et après, on a un bagage et des complications par rapport à la thyroïde. Est-ce que vous avez une expérience par rapport à ça? Oui, alors la sleeve, c'est vraiment c'est énorme, énorme les complications qu'on a. Enfin, non, pardon, désolé. Le bypass, c'est une catastrophe. La sleeve, beaucoup moins. Donc voilà. Donc, si j'ai un patient qui veut se faire opérer, je vais plutôt vers la sleeve que vers le bypass. Mais c'est vrai qu'en cas de sleeve, on diminue évidemment la surface de sécrétion gastrique. Donc, on a d'office une hypochloridrie, on a moins de facteurs intrinsèques, on a malabsorption donc, de la B12, malabsorption de pas mal de nutriments. Et donc, c'est logique que la thyroïde aille moins bien, puisque, donc, en gros, en cas de sleeve, pas de souci, mais il faut vraiment bien représenter son patient et bien repérer ce qui lui manque et il faut lui donner, ça c'est clair. OK, une autre question donc ici, et c'est traitement T4, T3 deux fois, une fois avec Sinomel, ajouter un quart amant T4 à 50, et puis une autre fois Euthyral, un demi-comprimé, ensuite un quart. Résultat, donc agressivité, douleur musculaire, ostéoporose. Que Ah faire? oui, sur la surdosée, les surdosés en thyroïdienne, on peut avoir l'ostéoporose, tout à fait. Il faut souvent le répartir en deux, trois fois sur la journée, hein, pas que le matin. Mais il faut trouver le juste milieu. Il faut que, voilà, faut pas donner de trop. Il faut donner juste ce qu'il faut pour que les symptômes disparaissent sans être surdosé, évidemment. OK, une autre question. Allez-y. Bonjour docteur. Oui, Permettez-moi de vous poser cette question parce que sachant que vous êtes un ORL, concernant la thyroïde et les nodules. Je oui, parle des nodules bénins sur le plan cytologique, c'est-à-dire si on fait une oui, cyto, on trouve que c'est bénin. Et on est face à une euthyroïdie, sachant que oui. c'est une hypothyroïdie. Oui. Donc, est-ce que vous avez un protocole à faire devant cette situation ou vous préférez enlever la thyroïde carrément ou le nodule Parce que Alors, on est confronté à cette situation pas mal de fois. ok, alors je vous explique. En 1986, je travaillais en cancérologie à l'Institut Bordeaux à Bruxelles, en cervico-facial. Donc, en gros, j'étais plongé dans les cancers du cou, thyroïde, larynx, langue, du matin au soir pendant 2 ans. Et à un moment donné, j'ai dû gérer la consultation post-thyroïdectomie et j'ai dû gérer pas mal de patientes qui venaient avec des nodules thyroïdiens. En nodule thyroïdien, j'ai écrit un article là-dessus. J'aurais pu le mettre tout à l'heure en partage d'écran. Amine, tu me dis si je peux le faire tout à l'heure. Et cet article, je faisais le bilan. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait face à un nodule thyroïdien? Donc, en gros, à la louche, je dirais que dès que le nodule dépasse 1,5 à 2 cm, il faut se méfier. Parce qu'il y a au moins de 10 à 15% de risque qu'il devienne ou qu'il soit cancéreux. Alors, ce sont des cancers en général très gentils. C'est pas des cancers agressifs. Les cancers anaplasiques de la thyroïde est rarissime. Et on a deux attitudes. Alors, moi, j'ai eu le cas avec une patiente hier qui venait du sud de la France. Elle avait un nodule de 2 cm.
et diagnostiqué. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais avec ça? On veut me le ponctionner. J'ai dit, écoutez, madame, moi, personnellement, docteur Résilon, j'ai un de 2 cm, je veux qu'on me le retire. Donc, en gros, je vais chez un collègue qui va me faire une lobectomie thyroïdienne. Mais c'est une attitude licite, c'est de faire une cytoponction en espérant qu'on ne passe pas à côté. Et puis, on suit ce nodule. Dès que le nodule se vascularise plus, prend du volume, euh, etc., ce sont des signes péjoratifs. Donc, en gros, là, il faut penser au pire. Maintenant, le fait d'avoir plusieurs nodules, c'est rassurant. Le fait d'en avoir qu'un, et surtout chez l'homme, ça, ce sont des critères de potentielle dangerosité du nodule qui pourrait être cancéreux. Et c'est comme un grain de beauté, hein. Dès que ça change, il faut le retirer. Donc, en gros, un nodule, dès qu'il prend d'une année à l'autre ou 2 ans d'écart pour les échographies, dès qu'il prend 2 millimètres ou 3 millimètres, il faut le retirer avec le lobe. S'il y a Ok, plusieurs nodules thyroïdes, il faut retirer toute la partie de la thyroïde dans laquelle il y a les nodules parce que une reprise de thyroïdectomie, c'est acrobatique et un risque pour les récurrents qui est important. Donc, ça fait une thyroïdectomie partielle pour un nodule, oui, mais s'il y a des nodules dans les deux lobes, il faut faire une subtotale à ce moment-là parce que si on doit y retourner après chirurgicalement, c'est une catastrophe potentielle pour la voie et les nerfs récurrents. question Mais la pratique. cytoponction est une bonne. Alors, à la cytoponction, on a souvent, les nanapathes, il dit on a une prolifération folliculaire, donc c'est bénin, mais on sait que ces proliférations sont annonciatrices d'un cancer. Donc en gros, dès qu'on a une prolifération, il faut retirer ce nodule et la thyroïde autour. Autre question, merci. Donc, comment traitez-vous de manière naturelle le manque de cortisol? Bon, là, il y a le choix. Il y a plein de plantes dont l'acide glycérique. Il y a plein de plantes qui stimulent il y a les bourgeons de cassis. Il y a plein de choses qui peuvent être utilisées. Moi, j'adore l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est mon favori. Alors, je commence souvent d'ailleurs par ça quand il y a des petits déficits. L'ashwagandha, en complexe avec plusieurs plantes, et ça peut fonctionner. Ok, merci. Hein. Est-ce qu'une iodure à plus de 3000 Oui. non iatrogénique est réellement excessive? Alors, moi, mon niveau du riz est à 7600. Et je suis super bien comme ça. Ok, Donc, c'est pas du tout inquiétant, mais attention, quand vous avez de l'iode dans l'hypothyroïdien, il faut toujours vérifier qu'il y a assez de sélénium. Parce que l'iode, pour être utilisé, il est oxydé. Et donc, si on n'a pas de sélénium, cette réaction d'oxydation peut se transmettre au reste de la thyroïde. Donc, mais vous savez, quand vous faites une coronarographie à l'avant-barité ou des choses comme ça, vous avez des quantités d'iode faramineuses et vous pouvez monter à 15-20 000 en iodurie momentanément. Mais donc, un patient, moi, je vise au-dessus de 400-500. S'il est à 2000, 3000, 4000, 5000, je suis content. ok. Que faire en cas de thyroïdite de Kervin dépendante à la cortisone depuis plus d'un an? Bah oui, le Kervin, c'est vraiment la thyroïdite au stade ultime. Elle est fibrosée. Et bah, il faut voir quelles sont quelle est la gêne engendrée par cet état. Hmm. Est-ce que l'ashwagandha pourrait être suffisante pour l'épuisement des surrénales? Alors, épuisement, non, mais pour des gentilles petites ascensions rénaliennes débutantes ou passage vert, ça marche du tonnerre. Vraiment, une des plantes adaptogènes. Pour moi, je suis plus content avec l'ashwagandha qu'avec le rhodiola. Ok. Donc, vous avez dit qu'une TSH freinée n'engendre pas une ostéoporose. Bon, Est-ce qu'elle est pourvoyeuse de troubles du rythme, ah oui, surtout chez évidemment. les sujets âgés? Alors, il faut savoir que la TKT3 T3, normal. ah, répète ta question, Donc, Amine, j'ai pas entendu la TSH fin. basse, Oui. TKT3 normal. Est-ce que ça donne des arythmies, surtout chez le sujet âgé? Alors, normal, moi, ça me dit rien. Normal, parce que normal, c'est normal par rapport à la colonne de droite, ça me dit rien du tout. Mais une hypothyroïdie est arythmogène, tout comme une hyperthyroïdie. Donc, on va avoir des troubles cardiaques par hypothyroïdie et par hyperthyroïdie, par les deux. Ok. Est-ce qu'il y a Et une... attention que le manque d'iode est également arythmogène. Donc, moi, si j'ai des taux aussi élevés, c'est parce que j'ai fait une arythmie cardiaque sur post-virus Coxsackie, qui était réactivé par mon troisième Covid, en fait. Donc, et donc, et l'iode a un effet antiarythmique cardiaque. On suspecte d'ailleurs que le traitement le traitement antiarythmique cardiaque classique avec l'iode à forte dose l'efficacité soit plus due à l'iode qu'à la molécule elle-même. Pas sûr, le nom m'échappe. Ok. Y a-t-il une relation entre une ablation du fibrome utérin et une TSH haute?
Oui, parce que le fibrome, pourquoi est-ce qu'une patiente a un fibrome? Ben, simplement parce qu'elle a eu assez de progestérone pendant des années. C'est comme les fibrokystes des seins, les kystes ovariens uniques, hein, je ne parle pas de l'EMPK, eh bien, ça signifie un terrain hypoprogestéronique pendant des années, qui s'est manifesté certainement chez cette patiente en syndrome prémenstruel. Et le syndrome prémenstruel, pour moi, c'est une urgence. Ça doit être pris en charge tout de suite par la progestérone naturelle, sinon, complications, fibrome, plus de fibrokystes du sein, donc plus de cancer du sein également, plus tout le manque de GABA avec tous les problèmes psychiques que ça engendre. Et comme il n'y a pas eu assez de progestérone, ben, la T4 c'est pas bien transformée en T3, donc pas de rétroinhibition, la T3 au niveau hypophysaire, la TSH a monté. Donc il y a un lien en effet. Ouais. Ok, une autre question. Donc, après ablation totale de la glande thyroïde, on propose quand même les compléments pour gérer la fatigue, le surpoids, les effets secondaires? Ah oui, 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 je veux dire, le patient, même thyroïdectomisé complètement, il a besoin d'iode pour ses intestins, pour sa force musculaire, pour son psychisme, il a besoin de son manganèse, il a besoin de son magnésium, il a besoin de tous les cofacteurs que la thyroïde utilisait, il les a besoin pour d'autres fonctions dans le corps, c'est clair, oui. Ok, donc est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, j'ai une dernière question ici, peut-être même deux. Euh, que faire après une ablation partielle pour nodules cancéreux depuis anticorps TPO augmente de 1000 par an, soit 7000 aujourd'hui? Ben, c'est qu'il y a c'est que cette personne fait un Hashimoto sur ce qui lui reste de thyroïde, donc traiter les causes de maladies auto-immunes, hein, qui sont vitamine D, à combien a-t-elle, sans cortisol, faisait que le cortisol stabilise l'immunité, donc pas assez, on n'a pas d'immunité, trop, on n'a pas d'immunité, mais entre les deux, il stabilise, il régule l'immunité. Également, la flore intestinale est une grosse pourvoyeuse de maladies auto-immunes. Donc, traiter les causes et traiter évidemment l'hypothyroïdie en fonction des symptômes, jusqu'à ce que tous les symptômes disparaissent dans les 2 semaines qui suivent. Ok, dernière question. Donc, que penses-tu de l'avoine naturelle? Ouais, l'avoine, c'est génial pour le bétail. Moi, quand j'étais gosse, mes grands-parents étant fermiers, j'allais à la ferme de l'avoine au bétail. Et un jour, j'ai 35 ans, j'étais à Bruxelles, j'ai vu quelqu'un manger de l'avoine le matin au petit-déj. J'étais sidéré qu'on puisse manger ça, qu'un être humain puisse manger ça. Donc, l'avoine, le problème, c'est qu'il y a la véine dedans. Et la véine, donc, pas mal d'études montrent que et on a un rôle quand même très similaire au gluten. Donc, l'avoine, nous, le matin, on mange des œufs, de la viande, du poisson, des protéines végétales. Mais l'avoine, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas un aliment pour être humain. D'accord. Ben, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ok. Tu voulais partager quelque chose tout à l'heure? Alors, rapidement, ça va être très intéressant pour tout le monde. Éventuellement, je te l'envoie. Ça prend 2 secondes. Voilà. Voilà. J'y arrive. Français. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Non, c'est pas encore partagé. OK. Bon, ben, écoute, on va à. Ça va. Ça va. J'y arrive. Je l'ai Ok. ici. Euh, Ça. Je dirais encore 10 secondes. Et Si je tu n'y devrais arrives pas, c'est pas arriver. grave, hein. On peut le mettre Oui, mais après ça va, avec la ça va, conf. ça va y arriver. Ah, c'est bon, ça vient. Oui, ça vient. Français, voilà. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, on voit le titre. Enfin, voilà, c'est l'article qui date de 88 que j'ai fait sur les nodules thyroïdiens, comment les investiguer, comment les prendre en charge. Voilà. Désolé, je ne sais pas vous le partager mieux que ça. Tu pourras me l'envoyer pour que je Oui, mette je te avec l'envoie. la Je te, conf? je te Ok, l'envoie. bon, bah, ça Je te marche. l'envoie immédiatement, voilà. Bah, Dans la merci. foulée, je te l'envoie. C'est Ah, bah, fait. ça marche. Merci. Nodule. Eh ben, très bien.